Le Qatar, médiateur entre le Mali et l'Algérie, la médiation peut-elle remplacer l'intervention militaire en Afrique? The only way to solve the problem La seule façon de résoudre le problème dans l'est de la RDC est que toutes les parties s'assoient autour de la table. Et l'Union africaine est prête à jouer ce rôle de médiation. mediation role. Avec l'échec de la plupart des interventions militaires en Afrique, un instrument diplomatique très ancien connaît un succès croissant, la médiation. De plus en plus mobilisée par des puissances extérieures au continent, comme par les États africains. Qui sont les médiateurs en Afrique? Où interviennent-ils et depuis quand? On décrypte ensemble. Mais tout d'abord, c'est quoi la médiation? La médiation diplomatique est une intervention extérieure proposée par un tiers à des parties en conflit ou sollicitée par celle-ci pour renouer le dialogue et trouver des solutions pacifiques mutuellement acceptables. La médiation intervient quand les parties ne peuvent plus négocier directement en cas de relations trop dégradées, d'absence totale de confiance, voire de blocage légal ou politique. Les acteurs en conflit choisissent librement d'accepter ou non une offre de médiation. Les médiateurs ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte pour imposer leur vue ou leur solution. Depuis quand la médiation est-elle utilisée en Afrique? L'intervention de tiers dans les conflits est aussi ancienne que la diplomatie, mais c'est au XXe siècle qu'elle est progressivement devenue une pratique courante. L'Organisation de l'Unité africaine, prédécesseur de l'Union africaine, lance sa première médiation en 1964 entre le Maroc et l'Algérie et négocie ensuite une quarantaine de différends entre ses États membres. Dans les années 80, les pourparlers de paix en Ouganda inaugurent la diplomatie de conférence. Les dirigeants de l'Éthiopie, du Nigeria et du Kenya sont désignés pour rapprocher les deux parties soudanaises en conflit. Mais c'est avec les négociations de paix d'Arusha en Tanzanie pour mettre fin à la guerre civile au Burundi que la médiation se professionnalise. Ce processus est historique car il jette les bases de toutes les médiations à venir. Pour accompagner ces pourparlers, l'ancien président de Tanzanie, Julius Nyerere, met en place un secrétariat. Des experts réunis en groupe de travail analysent les informations politiques, militaires, socio-économiques, légales et proposent des solutions. À la mort de Nyerere, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela renforce le dispositif avec des équipes supplémentaires. Une ayant négocié la fin de l'apartheid, l'autre composée de la société civile et de la diaspora burundaise. Ce modèle, établi par Nyerere et Mandela, combine l'autorité morale d'une personnalité de haut niveau à la finesse technique d'un secrétariat professionnel et indépendant. Il est depuis devenu une référence. Qui peut intervenir en tant que médiateur pour résoudre des conflits? Bien entendu, les États africains, mais aussi des partenaires extérieurs avec de nouveaux venus. L'activité déployée par le Qatar ces 15 dernières années en est un exemple. En 2011, c'est dans l'Émirat qu'est conclu un accord de paix entre les parties en conflit au Darfour. En 2022, le Qatar a transporté et logé à Doha pendant 5 mois des centaines de représentants des groupes politico-militaires, des partis politiques et de la société civile pour négocier avec le gouvernement tchadien. En 2023, il propose une médiation entre le Mali et l'Algérie et depuis 2025, le pays intervient aussi comme médiateur entre la RDC et le Rwanda pour résoudre le conflit dans l'Est congolais, aux côtés des États-Unis, de la France et du Togo, mandatés par l'Union africaine. D'autres acteurs offrent leurs services de médiation, notamment les organisations internationales comme les Nations Unies ou l'Organisation internationale de la francophonie, les groupes internationaux de contact qui incluent plusieurs acteurs, mais aussi les religieux comme la communauté San Egidio du Vatican, les autorités coutumières, par exemple l'émir de Kano entre le Niger et la CEDEAO, les personnalités charismatiques ou encore les ONG. Une ONG, c'est intéressant parce qu'elle ne représente pas d'intérêt et parce qu'elle est non menaçante. C'est précisément son indépendance et quelque part sa faiblesse qui fait qu'on lui fait confiance. La faiblesse du médiateur non gouvernemental est sa force.
Et ce n'est pas toujours indiqué. Parfois, il vous faut un médiateur qui a du levier politique sur les parties. Pourquoi recourir à la médiation? Pour rétablir la communication entre belligérants quand le dialogue est rompu, pour organiser des négociations, fixer des ordres du jour et établir un calendrier, pour trouver de nouvelles solutions et des compromis impossibles sans un tiers, pour donner une légitimité internationale aux accords conclus et donc faciliter leur mise en œuvre. Les médiateurs, eux, gagnent en influence et en prestige. Comment sont choisis les médiateurs et comment travaillent-ils? Le médiateur doit être perçu comme indépendant, impartial et surtout neutre, c'est-à-dire ne pas être impliqué directement dans le conflit. Il doit respecter la confidentialité des informations et des échanges. Pour être efficace, une médiation nécessite l'inclusion et l'adhésion de toutes les parties concernées, l'appui de la communauté régionale et internationale, des ressources techniques et financières, une analyse approfondie des causes et conséquences du conflit, des garanties d'application et de suivi des accords conclus. Mais quels que soient les instruments de médiation, rien n'est possible sans une farouche volonté des parties en conflit. Voilà, j'espère vous avoir apporté des clés de compréhension des processus de médiation en Afrique. Mais si vous voulez encore approfondir vos connaissances et diversifier vos sources d'informations, je vous donne rendez-vous dans la rubrique En savoir plus sur le site web de TV5 Monde.